cœur de l'Allemagne, une ville paisible et prospère nommée Hamelin. Elle s'étendait sur les rives d'une grande rivière entre collines et forêts et vivait du commerce du grain, du vin et des étoffes. Les maisons à colombages se dressaient serrées les unes contre les autres, leurs toits rouges brillant sous le soleil. Dans les rues pavées, on entendait chaque jour le roulement des chariots, les appels des marchands, les cris des enfants qui jouaient. C'était une ville fière, laborieuse, sûre d'elle-même et de sa richesse. Mais un jour, un mal étrange s'abattit sur elle, un fléau si inattendu qu'il bouleversa la vie entière des habitants. Les rats arrivèrent. Au début, personne n'y prêta attention. On en vit un, puis deux trottiner sur les pavés ou ranger des sacs de blé dans les greniers. Les chats les chassaient encore, les gens plaisantaient. Mais très vite, les choses prirent une ampleur effrayante. Les rats se multiplièrent par centaines, puis par milliers. Ils envahirent les maisons, se glissèrent dans les lits, dans les cuisines, jusque dans les caves et les celliers. Ils rongeaient tout, le bois, les vêtements, les aliments, le cuir, les parchemins. Ils s'attaquaient aux récoltes, mordaient les animaux et parfois même, dit-on, les enfants endormis. Les habitants tentaient tout pour s'en débarrasser. Pièges, poisons, prières, rien n'y faisait. Les cloches sonnèrent le tocsin. Les gens s'organisèrent en patrouille, mais les rats semblaient invincibles. Ils se glissaient partout, se moquaient des chats, dévoraient les réserves. Bientôt, Hamelin ne fut plus qu'un vaste chaos. Les marchés furent désertés, les tavernes fermées, les habitants cloîtrés chez eux. L'odeur de pourriture et de peur flottait dans les rues. Le maire, un homme corpulent et vaniteux, convoqua le conseil de la ville. On discuta, on cria, on chercha des coupables. Certains disaient qu'il s'agissait d'une punition divine, d'autres d'un mal venu des égouts. Mais personne ne trouva de solution. Alors, le maire promit une grande récompense à quiconque parviendrait à débarrasser la ville des rats. Des chasseurs vinrent, des charlatans, des apothicaires, mais tous échouèrent. L'espoir s'éteignait peu à peu. C'est alors qu'un matin d'été, un homme apparut à la porte de la ville. Il portait un long manteau de toile colorée, brodé de fils rouges et jaunes. Ses bottes étaient usées mais propres. Son visage était calme, presque impassible, et dans sa main, il tenait une flûte en bois clair, finement taillée. Il marchait lentement, observant les murs, les toits, les gens. Quand il arriva sur la grande place, il demanda à parler au maire. Les habitants, intrigués, le suivirent. L'homme se présenta comme joueur de flûte itinérant. Il affirma qu'il avait entendu parler du mal qui frappait la ville et qu'il pouvait la délivrer de ses rats. Le maire éclata de rire. Mais l'étranger ajouta d'une voix tranquille qu'il ne demandait rien à l'avance, seulement qu'on lui verse une somme convenue s'il réussissait. Le maire, pressé d'en finir, accepta sans réfléchir. Un contrat oral fut passé devant le peuple réuni, et le lendemain, à l'aube, le joueur de flûte revint sur la place. Il se posta près de la fontaine, leva son instrument et commença à jouer. Ce fut une musique étrange, ni joyeuse ni triste.
jaillir des égouts, des greniers, des toits, des rivières. Des milliers de petits corps gris couraient en tous sens, leurs yeux brillants fixés sur le musicien. Les habitants, horrifiés, regardaient la scène depuis leur maison. Le joueur continuait de jouer, marchant d'un pas régulier à travers les rues. Les rats le suivaient, serrés, hypnotisés par la mélodie. Il franchit la grande porte de la ville, prit le chemin de la rivière et, sans s'arrêter, entra dans l'eau. Là, il continua de jouer. Un à un, les rats le suivirent. Ils se jetèrent dans l'eau, nagèrent un instant, puis disparurent sous les flots. En quelques minutes, Hamelin fut délivré. Pas un rat ne resta. Le joueur sortit de la rivière, secoua son manteau, remit sa flûte dans sa besace et retourna vers la ville. Le peuple l'accueillit avec des acclamations. Les cloches sonnèrent à toute volée. Mais lorsqu'il réclama sa récompense, le maire se fit soudain beaucoup plus froid. Il prétendit qu'il fallait d'abord vérifier que les rats ne reviendraient pas, puis il proposa une somme bien inférieure à celle promise. L'étranger, impassible, le regarda longtemps, puis répondit calmement qu'il n'avait accompli sa part du marché et qu'il attendait la leur. Mais le maire, soutenu par les conseillers, refusa. Les gens riaient maintenant, disant que ce n'était qu'un vagabond avec une flûte. Le joueur, sans colère apparente, rangea son instrument, inclina légèrement la tête et dit simplement « Vous regretterez cette décision ». Puis il s'éloigna de la place, traversa les rues silencieuses et quitta la ville. Les jours passèrent, la ville reprit son rythme habituel, les marchés rouvrirent, les cloches sonnèrent à nouveau, et les habitants se félicitaient d'avoir échappé au fléau. Le maire, satisfait de son habileté, se vantait d'avoir sauvé Hamelin sans dépenser un sou de plus que nécessaire. Mais certains, en croisant la rivière, disaient qu'ils entendaient encore, certains soirs, un écho lointain de flûte porté par le vent. Puis vint le matin du 26 juin, un jour de la Saint-Jean. Le soleil s'éleva lentement sur la ville et les habitants, encore assoupis, furent tirés de leur sommeil par une mélodie. Ce n'était pas celle du danger ni de la tristesse, mais un air joyeux, cristallin, d'une douceur étrange. Il se répandit dans les ruelles, glissa entre les maisons et entra dans les chambres. Les adultes, affairés à leurs préparatifs de fête, ne s'en soucièrent pas, mais les enfants, eux, s'arrêtèrent, fascinés. Ils se levèrent, quittèrent leur lit, leurs jouets, leurs repas. Certains se mirent à rire, d'autres à danser doucement. La musique les enveloppait, irrésistibles. Bientôt, tous les enfants de la ville, garçons et filles, sortirent dans les rues. Le joueur de flûte était là, au coin de la grande place. Son manteau brillait de 1000 couleurs sous le soleil du matin. Il souriait doucement, les yeux baissés sur son instrument, jouant sans relâche. Les enfants se mirent à marcher derrière lui, sans bruit, en parfaite harmonie, comme une procession. Ils traversèrent la ville. Les passants, d'abord amusés, commencèrent à s'inquiéter. Les parents, apercevant leur enfant, crièrent leur nom, mais la musique couvrait tout. Les enfants n'entendaient rien, ne voyaient rien d'autre que le joueur. Le maire sortit de sa maison, effrayé. Il
traversèrent les prés et prirent la direction des montagnes au loin. Le joueur marchait devant sa cape flottant derrière lui, et la file d'enfants le suivait en silence. Il ne se retourna pas une seule fois. Les cloches sonnèrent à toute volée. La ville entière courut derrière eux. On cria, on pleura, on supplia. Les parents s'accrochaient les uns aux autres, incapables de comprendre, mais le joueur ne s'arrêta pas. Lorsqu'il atteignit la montagne, la musique changea. Les notes devinrent plus lentes, plus graves, comme si elles appelaient quelque chose au sol. Alors la montagne s'ouvrit. Une porte de pierre haute et sombre s'écarta silencieusement. Une lumière douce en jaillit, dorée et tiède comme un crépuscule éternel. Le joueur entra, suivi des enfants, un à un, sans hésitation. Quand le dernier eut passé le seuil, la montagne se referma, le silence retomba. Les habitants arrivèrent quelques instants plus tard. La prairie était vide, la montagne semblait intacte. Il n'y avait ni fissure, ni passage. Ils appelèrent leur enfant, hurlèrent leur nom, mais seule la rumeur du vent leur répondit. On chercha pendant des jours, des groupes partirent explorer les vallées voisines, les forêts, les cavernes. Rien, pas une trace. Les enfants de Hamelin avaient disparu. Seuls deux d'entre eux furent retrouvés. Une petite fille sourde qui n'avait pas entendu la musique et un garçon boiteux qui n'avait pu suivre la marche. C'est d'eux que vint le récit du drame. Ils racontèrent comment le joueur les avait guidés, comment la montagne s'était ouverte et comment de l'autre côté il semblait y avoir un pays merveilleux, baigné de lumière, plein de rires et de chants. Puis la porte s'était refermée. Le maire, dévasté, comprit que l'étranger avait tenu sa promesse. La ville entière sombra dans le deuil. Les maisons restèrent fermées, les marchés muets. Les parents pleuraient chaque jour et la musique, jadis symbole de joie, devint pour eux un son de douleur. Les années passèrent, les générations se succédèrent, mais l'histoire du joueur de flûte resta gravée dans la mémoire de Hamelin. On érigea une stèle de pierre à la sortie de la ville, portant ces mots. En l'an 1284, le jour de la Saint-Jean, 130 enfants de Hamelin furent emmenés par un joueur de flûte et nul ne les revit. Et depuis ce jour, il fut interdit à quiconque de jouer de la flûte dans les rues de la ville. Les musiciens de passage recevaient des regards craintifs et les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge à ne jamais suivre une mélodie qu'ils ne connaissaient pas. Pourtant, certaines nuits d'été, quand le vent souffle dans la vallée, les habitants disent encore entendre un air lointain, une flûte douce, presque joyeuse montant des collines. Ceux qui l'écoutent affirment y reconnaître un écho d'enfance, une promesse brisée et le souvenir d'un homme venu réclamer ce qu'on lui devait. Car le joueur de flûte n'était peut-être pas un simple musicien. Peut-être était-il l'incarnation d'une justice oubliée, d'une parole trahie. Peut-être venait-il rappeler aux hommes qu'un engagement ne se renie pas sans en payer le prix. Et à Hamelin, plus qu'ailleurs, on sait que certaines dettes ne s'effacent jamais, car tant que le vent soufflera dans la montagne, la flûte du joueur résonnera.